Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un mystère. Aujourd'hui, c'est le mystère de la prophétie des ombres. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le film La prophétie des ombres, réalisé par Mark Pellington en 2002, est un film inspiré de faits réels. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder afin de mieux comprendre le sujet qui va suivre. Vous pourrez le regarder ultérieurement, cela ne sera pas gênant, mais le film est excellent et pose un vrai questionnement. Durant les années 1966 à 1967, de nombreuses observations d'OVNI furent rapportées et d'innombrables témoins affirmaient avoir vu une créature humanoïde ailée, aux grands yeux rouges, rôder aux environs de la ville de Point Pleasant, en Virginie occidentale. La créature fut baptisée Mothman, car à l'époque la série Batman passait à la télévision et elle connaissait un grand succès. Les journalistes ne voulaient pas lui donner exactement le même nom, la chose avait des ailes, elle devint Mothman. Bizarrement, parmi les témoins qui signalèrent la présence d'un objet non identifié ou d'une créature ailée, certains furent ensuite victimes de phénomènes étranges, de type poltergeist. Ils étaient convaincus d'être sur écoute, et ils affirmèrent même avoir reçu la visite des célèbres Men in Black. D'autres témoignages firent aussi état de contact ou de dialogue avec l'entité. Les observations se succédèrent jusqu'au 15 décembre 1967, jour tragique où le Silver Bridge de Point Pleasant s'effondra, provoquant la mort de 46 personnes. Puis le Mothman disparut de la zone. Mais voici un aperçu des événements qui se succédèrent ces années-là. Début de l'année 1966, une femme qui vivait dans une ferme rapporta que ses bovins avaient été mutilés par des assaillants inconnus. Une nuit, alors qu'elle était sortie armée d'un fusil de chasse pour enquêter, elle avait aperçu plusieurs hommes de grande taille, habillés de combinaisons blanches. Elle les avait pris alors en chasse, mais ils s'étaient mis à courir très vite et ils s'étaient enfuis en sautant aisément par-dessus les clôtures. Mars 1966, une femme au foyer, digne de confiance, surnommée Madame Kelly, car elle ne souhaitait pas que son nom soit divulgué, attendait ses enfants dans la voiture, près de l'école de Point Pleasant, quand soudain, elle vit apparaître une chose dans le ciel. Ça ressemblait à un disque de métal étincelant et c'était en vol stationnaire, au-dessus de la cour d'école. Une sorte de porte était ouverte et il y avait un homme qui se tenait debout à l'extérieur. Il ne, il ne se tenait pas à la porte, il était à l'extérieur de l'objet, dans les airs. Il portait un costume moulant argent et ses cheveux étaient très longs, et argentés eux aussi. Il fixait la cour de l'école attentivement. Elle put l'observer attentivement durant un long moment. Puis les enfants sortirent de l'école, et lorsqu'elle tourna la tête à nouveau, l'homme et l'objet avaient disparu. Été 66. Madame Mary Eyre roulait sur la route près de la rivière Ohio, quand une lueur soudaine dans le ciel a attiré son attention. Au début, j'ai pensé que c'était un avion, puis j'ai eu une meilleure vision. L'objet était parfaitement rond, mais je ne peux pas dire ce que c'était. Un autre objet rond fut signalé comme planant au-dessus d'un petit restaurant à l'extérieur de Point Pleasant par un certain nombre de clients, parmi lesquels l'épouse d'un officier de la police locale. À présent, en septembre 1966, le 1er septembre, Madame James Icar, qui habitait la ville de Scott dans le Mississippi, saisit son téléphone pour appeler le journal local, le Delta Democrat Times. Elle leur affirma qu'elle était en train d'observer avec ses voisins une chose qui volait, de forme humanoïde et blanchâtre.
Il était descendu assez bas et puis il est remonté. Je n'ai jamais rien vu de tel. Novembre 1966. Le 1er novembre, un garde national qui se trouvait non loin d'une réserve à munitions aperçut une grande figure de type humanoïde, brunâtre, sur la branche d'un arbre. Le 12 novembre, 5 hommes creusaient une tombe dans un petit cimetière près de la ville de Glenadin, en Virginie, quand soudain, une forme humanoïde ailée prit son envol depuis un bosquet, les survola et disparut. L'anecdote ne sera pas divulguée immédiatement, et il faudra attendre 3 jours avant qu'elle ne soit reprise par les médias américains. Le 15 novembre, vers 22h30, Newell Partridge, un entrepreneur de Point Pleasant, regardait la télévision lorsque soudain l'écran devint noir. Puis d'étranges formes remplirent l'écran alors que le son d'une voix aiguë s'élevait à l'extérieur. Elle semblait plaintive, une sorte de gémissement. Elle devint de plus en plus aiguë, puis brusquement le silence se fit. Cela ressemblait à un bruit métallique, comme si la voix était sortie d'une machine. C'est ce qu'il affirma par la suite. Juste après, le chien de Newell Partridge se mit à hurler et l'entrepreneur sortit pour voir ce qui se passait. Alors qu'il se trouvait sur le pas de sa porte, il aperçut son chien Bandit, tourné vers la grage à foin, à 100 mètres de la maison. Intrigué, il se munit d'une lampe de poche et se dirigea vers le hangar lorsque soudain, il aperçut 2 cercles rouges qui ressemblaient à des yeux ou à des réflecteurs de bicyclette. Ces yeux n'étaient certainement pas ceux d'un animal, et Newell Partridge se sentit soudain gagné par la peur. Alors que les cercles rouges se déplaçaient, le chien traversa la cour et courut derrière eux. Espérant faire revenir Bandit, Partridge le rappela plusieurs fois en vain. Il retourna alors chez lui pour prendre son fusil, mais il eut trop peur de ressortir. Il dormit cette nuit-là avec son fusil près de lui. Au petit matin, il se rendit compte que Bandit n'était toujours pas revenu. Mais jamais il ne le revit. 2 jeunes couples originaires de Point Pleasant, Roger et Linda Scarberry, et Steve et Mary Maylett, décidèrent d'aller faire une promenade en voiture tard dans la nuit. Alors qu'ils passaient devant l'usine de fabrication de TNT, cela datait de la Seconde Guerre mondiale, à environ 11 kilomètres à l'extérieur de Point Pleasant, ils aperçurent soudain 2 étranges lueurs rouges qui brillaient dans l'obscurité, juste à côté d'un vieux réservoir proche de la clôture de l'usine. Ils s'arrêtèrent et furent impressionnés de constater qu'il s'agissait des yeux d'un gros animal de forme humaine, mais bien plus grand, 2,10 m environ, avec de grandes ailes rabattues dans le dos, comme le décrivit par la suite Roger Scarberry. Terrifiés, les 2 couples prirent la fuite. Alors qu'ils arrivaient à la sortie menant à la route 62, ils virent une nouvelle fois la créature sur le bas-côté de la route. Elle s'écarta alors de ses ailes et s'envola, prenant en chasse l'automobile. Selon leur dire, ils avaient ensuite tenté de semer la chose en accélérant. Ils avaient même atteint les 160 sans succès. La créature les suivait toujours de près, pratiquement sans battre les ailes. Puis alors qu'ils approchaient de la ville, la chose avait soudainement disparu. Ils se rendirent alors au palais de justice du comté de Mason, où ils racontèrent leur histoire au shérif adjoint Millard Halstead. Le shérif adjoint partit alors sur les yeux d'observation, mais il ne put trouver de traces de l'étrange créature. Cette rencontre fut pour les Scarberry le début d'une longue série d'événements inexpliqués de type poltergeist, qui continuèrent malgré leur déménagement. En effet, lorsque Roger s'engagea dans l'armée, Linda retourna vivre dans sa famille à Point Pleasant. Linda et ses parents, les McDaniel, auraient eu par la suite d'étranges problèmes avec leur téléphone, qui les auraient incités à penser qu'ils étaient sur écoute. Ils allaient rapporter par la suite avoir reçu la visite de personnes ressemblant au célèbre Men in Black.
Le 16 novembre, une conférence de presse fut donnée au palais de justice du comté, au cours de laquelle les couples qui avaient observé la créature répétèrent leur histoire devant de nombreux journalistes. Interrogé, le shérif adjoint avait déclaré: Je connais ces enfants depuis longtemps, ils n'ont jamais eu de problème avec la justice. Et ils étaient vraiment effrayés cette nuit-là. Je les ai donc pris au sérieux. Mais l'histoire continue. Aux alentours de 21 heures, Monsieur et Madame Raymond Wasley invitèrent Marcella Bennett et sa fille Tina, âgée de 2 ans, à se joindre à eux pour une visite surprise à leurs amis communs, les Thomas. Les Wasley vivaient dans une petite ville de Virginie alors que Ralph Thomas habitait un petit bungalow près des structures en forme de dôme érigées pour le stockage de produits explosifs pendant la Seconde Guerre mondiale, juste à côté de l'usine de TNT. L'usine dont nous avions parlé précédemment. Sur le chemin, alors qu'il approchait de l'ancienne zone de stockage de l'armée, ils aperçurent soudain une étrange lumière rouge qui planait au-dessus de l'un des dômes. Ne sachant pas vraiment ce que c'était, Richard Wamsley appuya sur l'accélérateur. Peu de temps après, ils arrivèrent devant la maison des Thomas et se garèrent. Marcella Bennett fut la première à descendre de la voiture, portant sa fille endormie dans les bras. À cet instant, une silhouette commença à se dessiner derrière la voiture. Marcella se dit que ça devait être quelqu'un ou quelque chose qui était couché sur le sol, et qu'ils avaient dû le déranger en arrivant. Incapable de bouger, elle le regardait alors qu'il se dressait devant elle. La silhouette avait la forme d'un homme, mais elle était énorme, grise, avec de grandes ailes repliées dans le dos, et ses grands yeux rouges brillaient dans l'obscurité. Surprise par l'apparition, Marcella trébucha, laissant tomber l'enfant qui se mit à hurler de peur et de douleur. Les Wamsley étaient aussi effrayés que Marcella. Ils sautèrent hors de la voiture et ils coururent vers la maison. Marcella saisit vivement sa fille, puis se précipita derrière eux. Ils furent accueillis par les 3 enfants de la famille que leurs parents avaient laissés seuls à la maison. Ralph Wamsley verrouilla aussitôt la porte et il se précipita vers le téléphone. Excités par l'hystérie des adultes, les enfants se précipitèrent vers la fenêtre et regardèrent dehors où ils purent apercevoir la créature grise sur le perron. Pendant que Ralph Wamsley téléphona à la police, la créature s'avança sous le porche et les dévisagea au travers de la fenêtre. Lorsque la police arriva sur les lieux, la chose avait bien sûr disparu. Durant la nuit, les citoyens de Point Pleasant, armés, organisèrent une battue de la zone aux alentours de l'usine pour essayer de dénicher la créature, mais sans succès. Le 17 novembre, alors qu'il roulait sur la route 7, près de Cheshire, un adolescent fut poursuivi par une créature humanoïde, grise, aux yeux rouges, dont les ailes faisaient approximativement 3 mètres d'envergure. Et le 18 novembre, 2 pompiers affirmaient avoir vu une créature immense, ailée aux yeux rouges. Et on continue. Le 20 novembre, 6 adolescents aperçurent une créature humanoïde grise aux yeux rouges, près de Campbell Creek. Le 21 novembre, c'est au tour de Richard West, qui habitait Charleston, en Virginie. Il téléphona dans la soirée afin d'affirmer qu'une sorte de Batman était assis sur le toit de la maison d'un voisin. Le Batman, expliqua-t-il, faisait 6 pieds de haut, avec une envergure de 6 à 8 pieds. Outre ses grandes ailes, son signe distinctif le plus évident était une paire de grands yeux rouges. Le 24 novembre, 4 personnes affirmèrent avoir aperçu le Mothman prendre son envol et rôder autour de l'ancienne usine de TNT. Le 25 novembre, à environ 7h15 du matin, Thomas Urey, un jeune homme de 25 ans qui habitait Clarksburg, en Virginie, téléphona pour signaler qu'il avait aperçu un grand homme gris qui se tenait debout dans un champ voisin,
alors qu'il roulait sur la route 62, toujours non loin de l'usine de TNT. Alors qu'il l'observait, l'homme avait déplié ses grandes ailes et il s'était directement envolé vers le haut comme un hélicoptère. Quand il avait été à 150 pieds au-dessus de la voiture, il avait commencé à faire des cercles. Le jeune homme qui conduisait à 75 km/h n'avait pas su semer la créature. Il avait alors foncé se réfugier auprès de la seule personne qui semblait pouvoir lui assurer une protection, le shérif Johnson de Point Pleasant. Au moment où il était arrivé à la ville, le mothman avait disparu. Rui avait été tellement chamboulé par ce qu'il avait vu qu'il n'avait pu se rendre à son travail ce jour-là. Le 26 novembre, Madame Ruth Foster de Saint-Albans en Virginie téléphona dans la soirée pour signaler que le mothman était debout sur sa pelouse juste à côté du porche. La créature était grande et seuls 2 yeux rouges semblables à ceux d'un crabe semblaient sortir de sa tête pincée. Lorsque son beau-frère arriva sur les lieux, la créature avait disparu. Et le même jour, 2 hommes accompagnés de 2 enfants aperçurent 4 immenses oiseaux gris aux têtes rouges. Les créatures faisaient 1,50 m de haut et 3 m d'envergure. Le 27 novembre, dimanche matin, Connie, une jeune fille de 18 ans, se rendait en voiture à l'église, lorsqu'à 10h30 elle distingua une grande silhouette grise sur le gazon du terrain de golf de la Mason Country, à la sortie de New Haven. La créature déploya ses grandes ailes, puis elle décolla à la verticale et fonça sur elle. Ses grands yeux rouges la tétanisèrent et il s'en fallut de peu qu'elle n'eût un accident. Malgré la terreur dans laquelle cette apparition l'avait plongée, la jeune femme parvint à regagner sa maison. C'est un miracle que je n'ai pas eu d'accident. Dans la soirée, 2 jeunes filles de 13 ans, Sheila et sa petite sœur, affirmèrent avoir été pourchassées par l'homme papillon. Elles racontèrent qu'en l'apercevant, elles s'étaient mises à crier et qu'elles avaient couru se réfugier chez elles. John Keel arriva à Point Pleasant et il commença immédiatement à collecter les rapports des témoins. Apparemment, le mothman n'était pas la seule chose inexpliquée. Les signalements d'ovnis, de problèmes de télévision, de téléphone, de lumières étranges dans le ciel et de poltergeist affluèrent. Faye DeWitt fut témoin d'une étrange apparition. Elle rapporta cette rencontre en ces termes. Cette chose a sauté à droite sur le capot de la voiture, et elle a juste regardé mon frère. Nous nous demandions ce qu'elle allait faire ensuite. Je suis resté pétrifié pendant quelques minutes. Puis elle s'est élevée au-dessus de ce bâtiment de 5 étages, et elle est juste passée par-dessus. Le 4 décembre, 5 pilotes de l'aéroport de Gallipolis signalèrent un oiseau géant qu'ils prirent tout d'abord pour un avion. Selon leur estimation, la créature volait à 11 km/h. Le 6 décembre, un postier de Mayville, dans le Kentucky, vit une créature géante qui présentait la forme d'un oiseau. Le même jour, 2 professeurs affirmèrent avoir aperçu une silhouette géante humanoïde, dotée de grands yeux rouges, près de la zone TNT. Le 7 décembre, 4 femmes qui roulaient sur la route 33 dans l'Ohio rapportèrent avoir vu une créature volante brune, grise, pourvue de grands yeux rouges brillants. Et le 8 décembre, alors qu'elles roulaient sur la route 35, c'est au tour de 2 femmes d'apercevoir une silhouette grise aux yeux rouges et brillants au sommet d'une colline. Madame Bennett avait été traumatisée par la rencontre qu'elle avait faite au mois de novembre. Depuis l'incident, elle faisait des cauchemars, et elle entendait des bruits de pas qui semblaient résonner sur son toit, et des objets tombaient tout seuls dans les pièces vides. Parfois, près de sa maison, il lui semblait entendre ce qu'elle pensait être le cri effrayé d'une femme. Un jour, du mois de décembre, alors qu'elle conduisait, elle remarqua qu'une voiture la suivait. Son conducteur était un homme imposant qui semblait porter une grosse perruque. Elle ralentit alors pour laisser passer le véhicule, mais au lieu de la doubler, la voiture se mit à la coller comme pour tenter de l'éjecter de la route. Elle accéléra alors brutalement.
Mais son agresseur la dépassa et disparut au détour du virage. Un peu plus loin, elle aperçut sa voiture à l'arrêt en travers de la route. Il lui barrait clairement le passage. Paniquée, elle prévint sa fille Tina, qui se trouvait avec elle, de s'accrocher. Puis elle donna un violent coup d'accélérateur pour tenter de forcer le passage. En la voyant arriver, l'autre conducteur dégagea la route à toute vitesse. Elle n'allait jamais le revoir. 11 janvier 1967. Madame McDaniel crut apercevoir un petit avion qui volait très bas, juste au-dessus des arbres devant chez elle. Alors que l'engin s'en rapprochait, elle comprit qu'il s'agissait d'une forme humanoïde avec des ailes. Madame McDaniel signala par la suite que la chose avait plongé vers elle, puis elle avait tourné au-dessus d'un restaurant voisin avant de s'éloigner et de disparaître. Nous voici en février 1967, au début du mois de février. Connie, la jeune fille qui avait vu le Mothman en novembre 66, se maria avec Kevs Gordon, et le jeune couple s'installa à Middleport. Le 22 février, alors qu'elle quittait son domicile pour se rendre à l'école, elle s'aperçut qu'elle était suivie par une grosse voiture noire. Le conducteur ouvrit la portière pour l'interpeller, et la jeune femme, pensant qu'il allait lui demander son chemin, s'approcha du véhicule sans aucune méfiance. L'homme était environ âgé de 25 ans et il présentait bien. Lorsqu'elle arriva au niveau de la voiture, il tenta brusquement de l'attraper par le bras et lui ordonna de monter. Connie refusa et parvint à lui faire lâcher prise. Terrifiée, elle se réfugia chez elle et s'enferma même à double tour. Plus tard, elle crut entendre des bruits, de pas, autour de la maison, puis se garda bien d'aller voir. Lorsque son mari rentra, elle lui fit part de cette agression, et le jeune homme lui révéla alors qu'il avait déjà remarqué un tel véhicule rôder dans le quartier. Le lendemain, Connie resta chez elle. Vers 15 heures, elle entendit des pas devant sa maison, et un grand coup fut donné à la porte. S'approchant prudemment, elle remarqua qu'un petit mot écrit au stylo avait été glissé sous la porte. Le message semblait plutôt menaçant. Sois prudente, jeune fille, je peux encore t'attraper. Le soir venu, Case et Connie se rendirent au poste de police. Une courte enquête allait révéler que personne dans la petite ville ne possédait une voiture d'une telle sorte. Le responsable de cette tentative d'enlèvement était probablement, selon les enquêteurs, un maniaque quelconque. Peu rassurés par ces conclusions, Case et Connie s'étaient installés temporairement à New Haven, chez la mère de Connie, Madame Carpenter. La nuit du 22 mars, Connie fut brusquement réveillée par un long bruit strident provenant de derrière sa fenêtre. Au cours des mois qui suivirent, de nombreuses manifestations de type poltergeist furent remarquées dans la maison de Madame Carpenter. En plus de ces manifestations, le téléphone sonnait souvent sans qu'aucun interlocuteur ne se présente au bout du fil, et d'étranges bruits métalliques résonnaient sur la ligne. Le 22 décembre 67, un homme en noir leur rendit visite et discuta avec eux pendant près de 2 heures. Juste après son départ, Madame Carpenter, pourtant présente lors de cet entretien, ne se souvenait plus de leur conversation. Mars 67, le 12 mars. 2 femmes purent observer un être volant, blanc cette fois-ci, d'une envergure de 3 mètres, alors qu'il passait devant une voiture. Les observations d'OVNI étaient de plus en plus fréquentes et dès le milieu du mois de mars, ils apparurent aux alentours, encore une fois, de la zone TNT. Tous les soirs vers 20h30, de nombreuses personnes purent les voir et les photographièrent par la même occasion. Au cours du même mois, l'un des bâtiments de la zone prit feu, sans que personne ne puisse expliquer pourquoi. Dans le grand cimetière qui se trouvait à la périphérie de la ville, de grosses pierres tombales furent retrouvées couchées sur le flanc et disposées en ligne. Les pierres qui étaient scellées au sol avaient été cassées et la plupart d'entre elles pesaient plusieurs centaines de kilos.
Malgré le poids et la solidité des pierres tombales, la police pensait que c'était là l'œuvre de jeunes vandales. Mais bientôt, le phénomène s'étendit aux autres cimetières de la région. Près de chacun des cimetières visités, des observations d'ovnis avaient été rapportées. À présent, mai 1967. Le 19 mai, alors qu'une jeune fille et sa passagère roulaient sur la route 62 à la sortie de Point Pleasant, elles distinguèrent une forme noire, aux grands yeux rouges. La créature paraissait tourner autour d'un arbre. La jeune fille allait la décrire comme une silhouette ailée, un peu plus grande qu'un homme. Soudain, une grande lueur rouge apparut dans le ciel et rejoint la silhouette. Les deux lumières semblèrent alors se fondre l'une dans l'autre pour ne former plus qu'une, qui s'éloigna vers le nord. Les deux jeunes femmes, très excitées, retournèrent immédiatement à la ville pour faire part de leur observation. Elles étaient persuadées d'avoir vu le Mothman, alors qu'il était récupéré par un ovni. Au même moment, plusieurs habitants de Point Pleasant aperçurent un ovni lumineux atterrir dans un champ non loin du collège de la ville. Ils purent observer l'objet durant une vingtaine de minutes avant qu'il ne s'élève et disparaisse dans le ciel. Novembre 67, 4 hommes affirmèrent avoir rencontré une grande forme grisâtre aux yeux rouges, alors qu'ils chassaient. Ils furent tellement effrayés par cette apparition qu'aucun d'eux ne songea à utiliser son fusil. Le 2 novembre, une femme aperçut près des igloos de la zone TNT une grande forme grise évoluant rapidement au sol. Enfin, décembre 1967. Tout au long de la journée du 15 décembre, les feux de signalisation avaient été en dysfonctionnement, amenant un grand nombre de voitures et de camions à s'entasser sur le pont. Entre 16 h et 17 h, une douzaine d'ovnis furent remarqués alors qu'ils volaient au-dessus de la zone TNT. À 17 h 05, le Silver Bridge s'effondra, engloutissant avec lui 40 voitures, 17 camions, ce qui causa la mort de 46 personnes. L'enquête allait révéler que le pont allait s'effondrer à cause d'une minuscule faille de 2,5 mm. D'après les différents articles de journaux, le Mothman aurait été vu au moins 100 fois au cours des années 66 et 67. Mais beaucoup de témoins auraient eu peur de rapporter leur observation. La plupart des personnes qui avaient vu le Mothman ou des ovnis avaient été victimes d'un phénomène appelé eye burn ou la conjonctivite de Klieg, due à une exposition intense aux ultraviolets. Ils décrivaient souvent une impression de sable sec dans les yeux, et cette sensation était accompagnée de rougeur, de gonflement et de larmes. Mary Mallett, l'une des premières à avoir aperçu le Mothman, fut également victime d'un traumatisme de l'oreille, après avoir entendu un bruit métallique fort. Son oreille se mit soudain à saigner. Apparemment, c'était un signe de commotion cérébrale, ce qui signifiait que la pression de l'air avait brusquement changé. Lors de leur rencontre, certains témoins rapportaient que le temps semblait avoir changé son cours. Deux jeunes amants qui avaient été interrompus par une boule de lumière bleue planant près de leur voiture expliquèrent: il semblait que nous n'avions examiné la lumière que durant 2 secondes. J'en bafouille. Mais finalement, il s'était écoulé 2 heures. Au cours de cette période, de nombreux habitants de la ville de Point Pleasant reçurent des appels téléphoniques étranges. Lorsqu'ils répondaient, ils n'entendaient que des bips ou des bruits de crissement. Ces appels étaient souvent parasités, quand ils ne se trouvaient pas brusquement interrompus. Le problème ne se trouvait pas sur les téléphones, mais il touchait également les radios de police, les téléviseurs. Nombre de ces appels furent d'ailleurs enregistrés, mais lors de leur lecture, les bandes restèrent étrangement muettes. Parmi la population locale, des rumeurs insinuaient que la créature était peut-être issue de la malédiction du chef Cornstalk, un chef Shawnee, qui avait été assassiné à Point Pleasant en 1777 et qui tenait là sa vengeance.
D'autres supposaient que la créature était un mutant, engendré par la décharge chimique locale. Certains ufologues et enquêteurs du paranormal supposaient que le Mothman était un extraterrestre ou une manifestation surnaturelle. Quelques mois après le début des premières manifestations, l'ufologue John Keel obtint une affectation à Point Pleasant afin d'enquêter sur le phénomène en tant que reporter. Peu de temps avant la catastrophe, Mary Haller, une journaliste qui accompagnait souvent John Keel dans ses enquêtes, se mit à faire régulièrement le même cauchemar troublant. Elle rêvait que beaucoup de gens se noyaient dans la rivière et que les colis de Noël flottaient partout dans l'eau. En 1975, John Keel publia le récit de ces événements et l'ensemble des témoignages qu'il put recueillir dans un livre intitulé La prophétie des ombres. Selon la théorie de John Keel, l'homme papillon, dont la présence avait été signalée dans de nombreux pays depuis le XIXe siècle, apparaîtrait afin de prévenir l'humanité d'une catastrophe imminente. D'autres plus sceptiques, comme John Nickel, affirmaient que nombre de ces témoignages étaient des canulars encouragés par la publicité générée au moment des faits. Ils pensaient que ces témoignages étaient dus à des blagues, des avions mal identifiés, des torches rouges attachées à des ballons d'hélium, des chouettes rayées ou un hibou albinos. Les habitants peu habitués aux grands hiboux n'auraient pas reconnu l'oiseau, et les yeux de Brest, quant à eux, n'étaient en réalité que les reflets de lampes de poche ou d'autres sources lumineuses. En avril 1986, depuis le milieu du mois d'avril, de nombreux ouvriers de la centrale de Tchernobyl en Ukraine étaient victimes d'horribles cauchemars et d'appels téléphoniques menaçants. Certains de ces ouvriers parlaient même d'une créature humanoïde sans tête, pourvue d'immenses ailes et de grands yeux de braise qu'ils avaient aperçus. Le matin du 26 avril 1986, lors d'un essai de routine, la centrale de Tchernobyl explosait, faisant plus de 30 morts. Au moment de la catastrophe, le Mothman aurait été vu, alors qu'il s'échappait d'un des réacteurs et qu'il s'envolait dans les fumées irradiées de l'explosion. Si certains soutenaient que c'était là le Mothman, d'autres affirmèrent que ces ouvriers avaient tout simplement aperçu une cigogne noire. 11 septembre 2001. De nombreux témoignages rapportèrent la présence du Mothman à proximité des immeubles du World Trade Center. La créature aurait même été photographiée par le photographe Stephen Moran, qui effectuait un reportage sur les opérations de secours suite aux attentats sur Greenwich Street. Les experts n'ont pu, à ce jour, confirmer ou infirmer l'authenticité du cliché. La cryptozoologiste Lauren Coleman affirme que les observations du Mothman continuent de nos jours. En admettant que le Mothman existe, il ne semble pas aussi pacifique que certains semblent imaginer. Les poursuites, le chien qui disparaît, cette manière de rôder sur les lieux sinistres, ça ne donne pas envie d'engager une conversation. De plus, le Mothman semble peu enclin au dialogue. En fait, cette histoire m'a plutôt fait penser à un livre de Dean Koontz que vous connaissez peut-être, L'étrange Hôte Thomas. Dans ce livre, d'étranges créatures venues d'un ailleurs indéfini se rassemblent peu à peu avant les grosses tragédies afin de se repaître du spectacle de sang et de mort. Alors, est-ce que finalement, le Mothman est-il là pour se repaître de la peur, du désastre? Ou finalement essaye-t-il de donner des signes, de prévenir? Eh bien, c'est ce que je vous propose de regarder dans un tirage qui sera court, car il y a peu de questions à poser. En tout cas, dans un premier temps. Et puis regardons vers où ça nous guide. Que penser de ce Mothman? Est-il plutôt bienveillant? Malveillant? Est-ce un mélange des deux? Est-ce que ses poursuites sont maladroites? Il y a beaucoup de questions. On ne pourra pas répondre à toutes. L'essentiel me semble de répondre sur le fait de sa bienveillance ou pas. En réalité, on va essayer de comprendre. Et la première question que je vais poser, finalement,
quelle carte représente ce que souhaite le Mothman. Nous avons ici une carte solaire. Le solaire, dans le septénaire du Béline, c'est tout ce qui est lumière, solution. C'est aussi quelque chose qui réchauffe. Regardez, nous avons pensée amitié. Je vous la montre de près. Nous avons un chien, la fidélité. Et nous avons une fleur, ce qui est plutôt attrayant. Ça nous montre quand même ici plutôt de la bienveillance, une forme d'aide, de fidélité. Et puis surtout, la mise en lumière de quelque chose. Alors oui, peut-être que, on peut se dire, la façon de communiquer n'est peut-être pas facile. J'en conviens tout à fait. Mais le but du Mothman n'est pas du tout de se repaître des peurs. Nous aurions, si c'était le cas, une carte lunaire, voire une carte martienne. Là, nous avons une carte solaire qui est quand même le septénaire du soleil dans l'oracle de Béline, c'est toujours quand même la mise en lumière. Le soleil, ça réchauffe, c'est quelque chose de bienveillant. Alors oui, ce n'est peut-être pas facile de communiquer, mais en tout cas, le souhait est bien de prévenir de ce qui se passe. Et forcément, l'interprétation, je vais en reparler, du film de la prophétie des ombres, donne dans cette théorie. Et que bien sûr, il peut provoquer des accidents, afin de se faire comprendre, des accidents mineurs. Mais peut-être est-il obligé d'attirer l'attention de cette façon? Je vous encourage vraiment très fortement à prendre le temps de regarder ce film que vous pouvez retrouver en vidéo, sûrement sur les plateformes, et au pire, il ne doit plus coûter très cher en DVD ou en Blu-ray. C'est un ancien film avec Richard Gere, excellent film d'ailleurs. Mais vous voyez que certains films tirés de faits réels sont très intéressants parce qu'ils posent les bonnes questions. Seulement ils sont parfois passés sous silence. Alors nous avons vu ce que cherchait le Mothman, nous prévenir. Mais au fait, d'où vient-il? Posons la question à l'oracle. D'où vient le Mothman? C'est très curieux cette réponse. Nous avons ici l'étoile de la femme. Alors je vais vous faire une réponse, c'est vrai, peu précise. Il vient des étoiles. Donc ceux qui parlent d'ovnis, il y a bien un lien avec les ovnis, oui. Un lien direct, indirect. Ce n'est pas une créature surnaturelle qui surgit de la terre, des profondeurs et apparaît d'un seul coup, non. Il y a bien un lien avec les ovnis. Peut-être des observateurs qui n'ont pas du tout la même forme que nous, qui n'ont pas du tout de langage approprié pour communiquer avec nous et qui se débrouillent comme ils peuvent pour nous faire comprendre les choses. Mais nous avons l'étoile de la femme et non pas l'étoile de l'homme. Est-ce que tout bêtement c'est une galaxie ou une planète plutôt féminine? Qu'est-ce que ça veut dire une planète féminine? Je n'en ai aucune idée. Parce que parfois il faut toujours un biais cognitif pour arriver à interpréter. C'est souvent pour ça que je vous parle de voyance holistique. Quand on veut interpréter quelque chose, pour pouvoir la décrire dans notre imaginaire, il faut pouvoir la visualiser. Là, je peux vous dire des choses, oui. C'est un petit peu comme ça dans les colcaises, ou parfois dans le dernier colcaise concernant Mathieu Kézergue, ce gendarme disparu, je parle d'une corne. Oui, en fait, d'une corne. On voit la corne d'abondance, on voit cette forme qui arrive avec la carte sur le Dol du Béline. Difficile à interpréter, je ne connaissais pas l'île. Mais j'ai eu deux personnes, dont Marilyn qui avait demandé le sujet, qui m'a écrit et qui savait exactement de quoi je parlais. Moi, je ne le savais pas. Je ne pouvais donner que l'information, mais il faut quelqu'un qui sache remettre dans le contexte. Dans la plupart des tirages, on n'a pas ce besoin. Mais quand c'est des lieux qu'on ne connaît pas ou des choses qu'on ne connaît pas, seule une personne qui connaît peut contextualiser ce dont on parle.
En l'occurrence, ici, j'ai une planète féminine dans les étoiles. Je ne sais vraiment pas ce que ça veut dire. Peut-être que des astrologues, peut-être, je ne sais pas, peut-être des astrophysiciens ou je ne sais qui, seraient capables de me dire ce qu'est une planète féminine ou une galaxie féminine, parce que attention, la nuance est large. Mais le Mothman vient bien des étoiles, il cherche à nous prévenir, il est donc dans la bienveillance. Je vais être tenté de demander quel sera le prochain événement que le Mothman essaiera de signaler. Très difficile parce que là encore, on va avoir une carte et ça va être à nous de surveiller l'avenir. Nous avons une carte jupitérienne, ce qui semble montrer une forme de répétition, quelque chose qui dure sur le temps, qui se répète, qui prend de l'expansion. Beauté, nous avons une couronne, un cœur et un épi de maïs, j'aurais tendance à dire comme ça. Je serais tenté de vous dire quelque chose près d'un champ de maïs. Une personne royale près d'un champ de maïs. C'est vrai, ça ne veut pas dire grand-chose. Au stade où on en est, pas de temps, peu de choses. Mais nous verrons, des apparitions seront signalées du Mothman dans une région où il y a un champ de maïs et où une tête couronnée sera amenée à se déplacer. Elle sera amenée à se déplacer, elle sera amenée à se déplacer plusieurs fois à ce lieu. Ça ne veut pas dire que c'est en France, ça ne veut pas dire que c'est en Europe. Ça sera peut-être à vous, dans les mois, années à venir, je ne sais pas, il n'y a pas de temps. J'en suis désolé de ne pas pouvoir être plus précis et vous voyez que les questions, on les pose et puis on se débrouille avec la réponse. C'est aussi le principe de la voyance. Ce n'est pas toujours très précis. Mais moi, ce qui m'intéressait à faire, c'était pas de savoir être le plus précis du monde, mais c'était de comprendre ce phénomène de la prophétie des ombres. Surveiller les champs de maïs, surveiller les informations, et puis surveiller le ciel. Ne soyez pas craintifs, il n'y a pas de danger à observer le Mothman, il y a juste un danger à ne pas écouter ses avertissements. Le danger n'est pas direct, mais il est indirect, parce qu'il signale un problème, un risque. Eh bien voilà, j'espère que ce tirage vous aura intéressé, ainsi que le récit qui était beaucoup plus long. Ça va quand même faire une vidéo de 40 minutes, j'en fais très très peu des aussi longues. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ce format. Un long texte et puis un tirage peut-être d'un tiers. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que n'oubliez pas, c'est votre chaîne aussi. Et puis pour tous ceux qui ont envie de me soumettre des sujets, ne le mettez pas de grâce en commentaire. Je ne les relève pas si c'est en commentaire. Écrivez-moi sur utervoyant@gmail.com. Je vous embrasse, je vous donne rendez-vous à très bientôt les amis.